Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé vient d'inaugurer aujourd'hui le One Stop Center pour la prise en charge complète des violences basées sur les genres. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, le bilan total des morts est à au moins 20 484 morts depuis le 7 octobre dernier. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a reçu le nouvel ambassadeur de l'État du Japon auprès de la République de Djibouti, M. Hara Keishi, en présence du chef de cabinet, M. Ali Silay Abdallah. Cette entrevue porte sur la coopération soutenue avec le Japon, dont notamment les derniers échanges avec les premiers ministres japonais lors de la TICAD en Tunisie et les efforts de poursuivre par le biais de l'Agence japonaise de la coopération internationale, sous son acronyme la JICA. Rappelons que la coordination à l'aide publique et au développement, en effet, plusieurs points ont été abordés au cours de ces échanges, parmi lesquels, d'une part, la construction de 2 ports, l'un à Djibouti et l'autre à Tadjoura, et l'objectif d'en concrétiser un 3e quai à Obok. Une requête effectuée par le ministère des Affaires étrangères et ministère des Infrastructures auprès des autorités japonaises. D'autre part, il a été question du dessalement de l'eau de mer, déjà en pourparlers avec l'ancien ambassadeur Umio. Cependant, un point de plus urgent, à tout aussi capital pour le Premier ministre, porté sur la formalisation de l'étude de faisabilité pour générer, à partir de la vitesse hydro-éolienne de l'impasse de Goubet Al-Kharab, la production d'énergie renouvelable. Toutefois, le Premier ministre souhaite que la même entreprise puisse assurer simultanément l'acheminement de ces blocs vers le Goubet. À son tour, l'ambassadeur nippon a assuré de son soutien constant et l'étroite collaboration des bases japonaises stationnées à Djibouti pour combattre la piraterie sur les côtes somaliennes, pour sauvegarder de surcroît une stabilité régionale cruciale autant sur le golfe d'Aden que sur la mer Rouge afin de garantir une meilleure circulation de la route commerciale maritime. Aussi, le nouveau représentant du Japon à Djibouti s'est d'emblée félicité de l'amélioration des relations entre les deux nations. Cette année marque, a-t-il dit l'ambassadeur, la 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et Djibouti en 1968. Et M. Hara Keishi s'est réjoui de nos deux pays approfondissent leur coopération. Eh bien, le nouvel ambassadeur du Japon connaît particulièrement les enjeux du continent africain puisqu'il occupe en juin 1999 directeur adjoint division d'Afrique, première direction en avril 2021, le poste de directeur général adjoint du bureau de la coopération internationale, du bureau du Moyen-Orient et de l'Afrique, département d'Afrique. M. Hara Keishi a découvert Djibouti en septembre 2004 en tant que premier secrétaire de l'ambassade du Japon en France et simultanément plutôt à l'ambassade du Japon à Djibouti jusqu'à mars 2005 avant d'être nommé en novembre 2023, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Djibouti, ce dernier détient une riche expérience et 11 enjeux. Tour à tour de septembre 2001 et le poste de directeur adjoint principal des divisions de la planification du bureau politique étrangère et en septembre 2003, assistant exécutif du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Autre actualité dans ce 22 heures, direction l'Assemblée nationale où la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné hier, sous la présidence de l'honorable Sharmak Moussa Are, le projet de loi des finances numéro 64 de l'année 2023 de la 9e législature portant budget initial de l'État pour l'exercice 2024. Cette réunion qui a vu la participation des parlementaires, membres d'autres commissions, s'est tenue en présence de plusieurs ministres, parmi lesquels figurent M. Ismail Ibrahim Roble, ministre du Budget, M. Ilyas Moussedouale, ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, M. Sirid Nuh Hassan, ministre de l'Intérieur, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Mohamed Warsamadiri, ministre du Commerce et du Tourisme, et enfin Dr Hibo Moumin Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture. Durant l'examen de projets si mentionnés portés à la rubrique des dépenses, les parlementaires ont largement débattu avec les membres du gouvernement concernant la répartition des fonds attribués aux différents ministères.
Au terme d'un débat riche et instructif, cette séance de travail s'est conclue en transmettant le projet avec avis favorable à la prochaine séance publique prévue jeudi prochain, à savoir le jeudi 28 décembre 2023. On reste toujours à l'Assemblée nationale où la commission, cette fois-ci des affaires étrangères, s'est réunie dimanche pour examiner le projet de loi numéro 59 de 2023 de la 9e législature portant adhésion de la République de Djibouti à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et sa dernière version plutôt, l'acte de Genève adopté en 2015. La réunion conduite par le président de la commission, le député Abdelrahman Awal Yassine, s'est tenue en présence de Mohamed Ouarsama Dirie, ministre du Commerce et du Tourisme. Et bien, à la suite des échanges, la commission des affaires étrangères a approuvé la transmission en séance publique avec son avis favorable. Et je vous dis dans le titre, le ministre de la Santé a présidé la cérémonie d'inauguration du One Stop Center, ou guichet unique pour la prise en charge complète des violences basées sur le genre, mise en place au sein de l'hôpital Cheikhou de Balbala. Cette cérémonie a réuni le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, la chargée de bureau de FUNIAP à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim Jama, le directeur général du CHU de Djibouti, M. Omar Mahmoud Ismail, la directrice technique de l'hôpital de Balbala, Dr Timero Aden Oukié, ainsi que les hauts cadres du département du ministère de la Santé. Ce nouveau service est rattaché aux unités de soins spécifiques telles que les urgences, la maternité, la pédiatrie. Il comprend des salles de confidentialité où les conseils avec du personnel soignant formé pour offrir des prestations complètes et de qualité. Par ailleurs, ce service est composé de 4 piliers, à savoir la prise en charge pour assurer un système de référencement adéquat des victimes avec un renforcement des capacités des personnels de santé et le renforcement du plateau technique, la prise en charge psychosociale avec la disponibilité 24 heures sur 24 dans le service d'assistance sociale pour fournir un appui psychosocial, mais aussi d'accompagner les victimes dans leur démarche. L'accompagnement juridique des officiers de la gendarmerie et de la police judiciaire sont disponibles 24 heures sur 24 pour recevoir des plaintes des victimes, mais aussi pour prodiguer des conseils sur des démarches judiciaires à entreprendre. Cette approche holistique offre la possibilité aux victimes des violences basées sur le genre d'accéder à l'ensemble des services nécessaires allant de la prise en charge médicale, psychosociale, juridique, sociale, au même endroit avec un gain de temps considérable. Eh bien, dans son intervention, la chargée du bureau du FUNUAP, Mme Aïcha Ibrahim Jama, a remercié le ministre de la Santé pour l'organisation et la préparation de cette cérémonie d'inauguration du premier service One Stop Center. Écoutons-la. Aujourd'hui, on est là pour pouvoir offrir une réponse intégrée à des femmes ou des filles, des enfants qui ont subi des violences et dont la première prise en charge, la première porte d'entrée est la santé. Ce n'était pas évident parce que cela se passait avant dans d'autres secteurs. Et pour nous, avoir la santé en première ligne, c'est vraiment comment dire, une grande réussite. La personne qui a subi de violences a tout de suite accès à une prise en charge médicale. Et après, elle pourra bien sûr être référée vers d'autres secteurs. Et on a là, juste à côté, la justice. C'est-à-dire, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu sous le même toit un ensemble de services qui peuvent répondre de manière adéquate à une personne victime de violence. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir le guichet unique, mais après, il y aura des formations, il y aura des activités communautaires, il y aura toute une série de choses qui vont compléter ce qu'on est en train de faire. Dr Ahmed Roble Abdili a annoncé que cette initiative en faveur des personnes vulnérables, notamment des femmes victimes de violences basées sur le genre, et que la mise en place de ce guichet unique sera d'assurer une prise en charge holistique de qualité, facilitant ainsi l'accès aux services appropriés. Le ministre a rappelé que le guichet unique
comprendrait plusieurs composantes essentielles pour la prise en charge des victimes, telles qu'une prise en charge médicale adaptée, un système de référencement des victimes pour une coordination efficace, le renforcement du plateau technique et des compétences du personnel médical. De plus, le ministre a souligné que la prise en charge psychosociale sera également intégrée avec un accent particulier sur le renforcement des capacités de l'unité de soins psychiatriques. L'accompagnement juridique sera assuré par le renforcement des compétences visant à créer une cohérence dans le cadre légal et assurer une harmonie dans l'ensemble du processus. Culture et art à présent, où la ministre de la Jeunesse et de la Culture, accompagnée par le ministre du Commerce et du Tourisme, ont accueilli la première exposition calligraphique à Djibouti, à la Bibliothèque nationale. L'exposition se tiendra du 24 au 28 décembre à la Bibliothèque et Archives nationales et présente une sélection d'œuvres primées au concours internationaux que le centre organise une fois tous les 3 ans. Exposition organisée par le Centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique, l'IRICA, conduit par le directeur général du Centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique, professeur et docteur Mahmoud Eros. Le professeur Kil a fourni au public des informations sur les activités de l'IRICA visant à promouvoir l'art et la calligraphie et a fait une présentation de la collection exposée à travers une vidéo essentiellement composée d'œuvres primées des 10 premières éditions du concours international de calligraphie. L'IRICA exécuté en 3 derniers. Cette ambition d'exposition s'inscrit dans le cadre des activités culturelles médiatiques organisées en vue de connaître les trésors de la civilisation arabo-islamique. Pour plus de détails, écoutons le ministre du Commerce. Cette forme d'art ancienne raffinée est un trésor culturel qui témoigne de la richesse et de la diversité de l'héritage islamique à travers le siècle. En effet, la calligraphie islamique, avec ses styles variés et sa profonde signification symbolique, représente bien plus qu'une simple forme d'écriture. C'est un art qui exprime la beauté, la spiritualité et la sagesse de l'islam, transcendant les frontières géographiques et culturelles. En organisant cette exposition, nous avons voulu offrir à nos concitoyens et à nos visiteurs une occasion unique de découvrir et d'apprécier la profondeur et la beauté de la calligraphie islamique. C'est également une opportunité de célébrer notre héritage culturel et artisanal et de promouvoir les valeurs de paix et de la compréhension interculturelle à travers l'art. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition et en particulier notre ami l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti, qui a, depuis son arrivée, comme elle a dit Madame la ministre de la Jeunesse, œuvre sans relâche et avec succès pour dynamiser davantage les relations entre nos deux pays frères. Écoutons à présent les propos de la ministre de la Jeunesse lors de cette exposition qui est tenue à la Bibliothèque et aux Archives nationales. C'est un honneur et un plaisir, Excellence, d'accueillir pour la seconde fois une activité culturelle et artistique dans le cadre de la célébration du centenaire de la République turque. Donc c'est ici, c'est un honneur et un plaisir que ça se passe ici, dans cette belle maison de la culture qu'est la Bibliothèque et Archives nationales. Et donc d'ores et déjà, je salue cette seconde activité et je vous dis soyez le bienvenu. Ceci témoigne de très bonnes relations fraternelles qui entre nos deux pays, Excellence, et je peux en témoigner. En aussi peu de temps, nous avons partagé beaucoup et donc c'est aussi tout à votre honneur. Je tiens aussi à saluer les professeurs d'être parmi nous, Dr Mahmoud, et de nous
nous avoir ramené cette exposition d'un autre genre d'art ou artistique qu'on appelle la calligraphie. Donc je vois que le titre, c'est la génération de calligraphes de l'Ursika. Donc après le merveille de la Turquie, maintenant nous allons accueillir le belle calligraphie de l'Ursika. Donc ce sont des arts que nous partageons parce que nous avons aussi en commun la religion et l'islam. Et donc nous nous en réjouissons. Nous allons tout faire pour que cette exposition puisse connaître un succès et nous sommes convaincus que ça va susciter l'intérêt du grand public. Nous allons veiller à ce que les jeunes viennent à la rencontre de cette exposition, qu'ils viennent l'admirer, mais qu'ils viennent aussi s'en approprier. Donc on fait beaucoup de travail de transmission. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le professeur. Et donc, c'est vraiment un point nommé en décembre, fin d'année, où ils sont en vacances, qu'on puisse les inviter, les appuyer en termes de mobilité pour qu'ils viennent admirer cette belle exposition. Donc, je sais que la Turquie est très fort en art décoratif. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir discuter, échanger autour de cette belle exposition. Direction Arta, où la 4e session ordinaire de l'Assemblée régionale des élus de la région s'est tenue jeudi dernier dans la région d'Arta. À l'ordre du jour de cette 4e session ordinaire de l'Assemblée régionale, eh bien, le compte-rendu de la mission du président des régions, de la mairie et des communes à Cameroun, les avancées des implantations d'arbres dans la région d'Arta, compte-rendu du programme ADIL. Le président du conseil régional d'Arta a fait un compte-rendu de la mission à Cameroun, des présidents ainsi que les avancées des implantations d'arbres. Le président a rajouté dans son allocution à la fin d'ADIL 1 et que l'ensemble des localités de la région ont bénéficié de ces programmes. Santé à présent, direction le sud, où le centre médico-hospitalier de Dikil, en collaboration avec l'association Moudan et la préfecture de Dikil, ainsi que le conseil régional de Dikil, ont organisé samedi dernier la journée citoyenne de dons de sang. Cette initiative commune visait à renforcer les réserves de sang essentielles. Un total de 5 donneurs de sang s'est mobilisé, démontrant ainsi leur engagement envers le bien-être de la communauté. L'association Moudan, la préfecture, le conseil régional et tous les donateurs de sang ont contribué à faire de cette journée un moment de solidarité et de générosité. C'était aussi une belle occasion de donner un peu de leur temps et de leur partager leur pouvoir, de sauver des vies dans une ambiance festive, originale, solidaire, citoyenne, en participant en masse à cette journée de don de sang. Cette contribution précieuse contribuera à sauver des vies et à répondre aux besoins médicaux urgents du centre médico-hospitalier de Dikil. Ce samedi 23 décembre 2023, nous avons organisé une journée citoyenne de don de sang en collaboration avec la préfecture, l'association Moudan et le conseil régional de Dikil. Cette journée, en fait, s'est tenue au CMH de Dikil et tous les services concentrés ont répondu notre appel. Nous avons collecté en moyenne, en fait, la journée n'est pas encore terminée, mais on espère jusqu'à 100 personnes qui vont donner ce sang ces jours. Merci beaucoup. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Écoutons-les. Nous avons organisé une journée de don de sang, une journée citoyenne de don de sang dans la région de Dikil, notamment dans le chef-lieu, en présence des autorités civiles et militaires de la région. L'association Moudan, présidée par Yasmine Suleiman Hussein à ma droite, à la tête de cette association Moudan, dans les volets sociaux. Bien sûr, pendant plus de 2 semaines, la population de Dikil a été sensibilisée dans le sens de donner du sang. Donner du sang égale sauver des vies humaines. Cette initiative de cette association mérite d'être humblement saluée pour ce travail acharné et cette journée riche en couleurs qui, bien sûr, témoigne des activités
que cette association est en train de mener dans la région de Dikil, notamment dans les chefs-lieux. Nous remercions bien sûr l'équipe mobile envoyée par le ministère de la Santé qui aujourd'hui exerce ici à Dikil. Nous remercions également les médecins-chefs de ces centres hospitaliers de Dikil pour tous les efforts menés, sans oublier bien sûr l'association qui avait l'initiative de cette activité. On reste toujours dans le sud du pays où, dans le cadre de la lutte contre la contrebande de cat, la brigade de la douane de PK51 et PK20, en étroite collaboration avec l'armée et l'école militaire, président Goulet Drolol, ont intercepté une importante quantité de cat de contrebande. Et bien, après avoir été identifiés, les trafiquants de cat ont préféré abandonner leurs marchandises plutôt que de se faire arrêter. À cette occasion, la marchandise saisie comprenait 20 colis de cat d'une valeur totale d'environ de 1 200 000 francs Djibouti. La brigade de la douane a réussi à brûler cette quantité en respectant la procédure standard en vigueur, en collaboration avec l'armée. La destruction de cette quantité a été effectuée en présence du chef de la brigade de la douane de PK51 et PK20, M. Suleiman Hassan Jama. Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, au moins 166 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total des morts à au moins 20 424 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre dernier, a annoncé le ministère de la Santé. Un communiqué du ministère de la Santé a ajouté que 384 autres Palestiniens avaient été blessés, portant le bilan à 54 000. Israël pilonne la bande de Gaza depuis le 7 octobre, laissant des ruines avec la moitié des structures du territoire côtier endommagées ou détruites et près de 2 millions de personnes déplacées au sein de la bande de Gaza, densément peuplée en raison des pénuries de nourriture, d'eau et de carburant. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.